Voilà, donc bienvenue à cette conférence, alors que j'ai intitulé 2022, une année de transition, qui sera plus tactique et qui exigera de notre part la recherche d'opportunités plus ciblées. Et si vous vous souvenez, lors d'un enregistrement vidéo, effectivement, qu'on avait fait avec Frédéric fin de l'année 2021, on avait parlé de ce risque géopolitique. Je me rappelle même avoir utilisé l'expression dans l'Europe de l'Est, et nous y sommes. Évidemment, les risques géopolitiques sont les risques les plus difficiles à anticiper et à pondérer. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que les marchés aujourd'hui finalement réagissent pas si mal que ça face à l'incertitude. On sait très bien que le facteur d'incertitude est le facteur que les marchés boursiers redoutent le plus. Et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus dans les slides qui vont venir. Et le premier point finalement que je voulais aborder avec vous, c'était de savoir où nous en étions restés. Parce que il y a maintenant quelques temps, on avait abordé déjà les risques de long terme que l'on peut identifier dans le monde. Alors, ce petit graphique que j'aime bien utiliser, même si les terminologies sont en anglais et que je vais traduire avec vous, pas tous évidemment, je vais mettre en exergue 3 types de risques auxquels on a fait face. Eh bien, on est parti finalement en 2020 d'un risque sanitaire, puisque là on parle des maladies infectieuses, et vous voyez que sur l'axe des Y, ici, on a l'impact de ces événements, donc effectivement l'impact de la contagion du SARS-2 a été très important. Cet impact a secoué toutes les économies mondiales au même moment, donc cet impact est assez important, vous voyez, sur une échelle qui va jusqu'à 4. Et sa vraisemblance était plutôt quand même quelque chose d'inattendu. Vous voyez qu'on a une vraisemblance qui va d'un facteur de 2,5 à un facteur qui va jusqu'à 4. Donc dans la zone du Nord-Est, ici on a les éléments les plus impactants dans la zone du Nord-Est et les plus probables. On est parti de cette crise sanitaire qui nous a frappé à partir de mars 2020, et quand je dis frappé, c'est essentiellement les marchés boursiers qui avaient dévissé de manière assez importante. Je me souviens d'ailleurs avoir communiqué avec vous, avec les clients de Waterloo Asset Management, vous invitant à garder votre sang-froid. Et je pense que ça a été particulièrement payant. Et c'est aussi un message, quelque part, que je vais vous faire passer aujourd'hui. On fait face certainement également à un risque économique, qui est lié précisément au choc énergétique. On a un choc énergétique assez important, mais qui est lié au rebond de l'économie, rebond de l'économie mondiale qui s'est fait d'un seul coup. Et il y a un risque d'inflation qui ne serait pas gérable. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette opinion, cette analyse, et je reviendrai là-dessus. C'était finalement ce deuxième type de risque qui a surgi suite au rebond de l'économie. Une montée des prix d'énergie assez importante, et un rebond de l'inflation tout aussi impressionnant. Aujourd'hui, finalement, on fait appel à un troisième type de risque, qui est le risque, je vais bouger ça, je ne sais pas si je peux le faire diminuer, voilà. Un troisième type de risque, qui est le risque géopolitique. Je traduis ici conflit entre États avec un échec de la gouvernance globale. On fait face à ce risque-là, qui est un risque relativement important. On voit qu'on est au-delà de la moyenne en termes d'impact, et on a une vraisemblance de ce type de choc qui est assez élevée également. Donc, on est passé d'un risque sanitaire à des risques économiques principalement liés à l'énergie et à l'inflation, à un risque aujourd'hui principalement géopolitique. Alors, je vais évidemment, dans un premier temps, vous parler de ce risque géopolitique. Il y a 3 sujets que je vais aborder aujourd'hui. Je vais parler de la crise en Ukraine principalement, puis de l'inflation. Et évidemment, les deux sont liés, puisque la crise en Ukraine a des répercussions sur notamment ce qu'on appelle dans le jargon les commodities, c'est-à-dire le prix des matières de base, les matières premières. Et ensuite, j'aborderai
les taux d'intérêt. Et évidemment, les taux d'intérêt dépendent du niveau de l'inflation. Donc, quelque part, ces trois points-là sont intrinsèquement liés. Plus la crise en Ukraine sera longue, plus l'inflation risque d'être élevée avec une poussée des prix de l'énergie, et plus le risque d'une remontée des taux est élevé. Mais je vais nuancer cet enchaînement qui est mécanique et qu'on entend souvent dans la presse et dans les médias. Cet enchaînement n'est pas aussi mécanique qu'on ne le pense. Premier point sur l'Ukraine, les conflits et les marchés. Et je vais mettre en perspective, comme j'ai l'habitude de le faire, en perspective cette crise, cette guerre, face à toutes les autres formes de conflits et de guerres auxquelles on a fait face depuis, si je remonte bien, si je me souviens, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir certains tableaux qui mettent quand même pas mal les choses en perspective. Premier point sur l'Ukraine, pour quand même se rendre compte que l'Ukraine est un grand pays, c'est un pays dont la taille est plus importante que la France, la superficie de l'Ukraine est plus importante que la superficie de la France, c'est un pays malgré tout dont la population est en chute libre. Il faut savoir qu'en 1994, nous avions 51 millions d'habitants, aujourd'hui on en a 43 millions. Donc il y a un exode massif de la population ukrainienne et on a encore une croissance démographique négative aujourd'hui de moins 0,6%. Et les prédictions à l'horizon 2100 nous donnent une population de 24 millions. Donc c'est un pays qui se meurt malheureusement en termes de population avec une immigration très forte. C'est un pays dans lequel l'espérance de vie est beaucoup plus basse qu'en Europe occidentale. En moyenne, on a une espérance de vie de 72,4 ans, avec une espérance pour les femmes beaucoup plus élevée que pour les hommes. 10 ans d'écart, ce qui est colossal, 10 ans. Vous savez que ici, dans des pays comme la France et la Belgique, on a des écarts de quelques années, mais certainement pas de 10 ans. Et vous voyez la moyenne, l'espérance de vie des hommes, 67,4 ans, ce qui n'est absolument pas désirable. Bon, ça, c'est pour un peu dresser le tableau général de l'Ukraine. Ce n'est pas une puissance économique très importante. C'est une puissance agricole très importante, ça c'est clair, notamment au niveau de la production de blé, mais ce n'est pas une puissance économique très importante qui se trouve malgré tout à la périphérie de l'Europe. C'est ça qui est crucial aujourd'hui. Ce qui a déclenché, je pense, les hostilités beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait au départ, avec des incursions qui vont jusqu'à Kiev, et c'est ça qui est surprenant aujourd'hui, hein, c'est que le président Poutine n'a pas hésité à envahir l'Ukraine, la totalité de l'Ukraine, jusqu'à Kiev. Ce qui a accéléré le processus, de mon point de vue, ce sont les propos du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui le samedi 19 février, à Munich, a exigé un calendrier clair et réalisable de l'adhésion de son pays à l'OTAN. Évidemment, pour Poutine, c'est quasiment un casus belli. Ça fait maintenant 15 ans, voire 20 ans qu'il est très clair sur la question. L'OTAN, pour lui, est sa menace numéro 1. L'OTAN, pour lui, c'est synonyme d'États-Unis. Il ne voit rien d'autre derrière l'OTAN que les États-Unis, que la présence des États-Unis à ses portes. Et évidemment, ça a conduit à l'accélération de l'invasion de l'Ukraine. Je pensais, et nous pensions chez Waterloo Asset Management, que cette présence militaire allait se manifester essentiellement à l'est de l'Ukraine, là précisément où les russophiles sont beaucoup plus présents. Et j'attire votre attention sur ce discours de Poutine le 18 mai 2007, lors du sommet sur la sécurité qui s'était organisé en Allemagne. Et c'est assez intéressant d'écouter à nouveau ce discours, je l'ai fait, durant lequel il avait été très clair, Poutine avait été très clair, et c'est un tournant pour moi l'année 2007, dans son attitude face aux puissances occidentales. Et il y a deux phrases qui sont indiquées en dessous, que j'ai repris explicitement, un tout petit peu en retravaillant la première parce que c'était plus long. Et dans cette intervention, il pose la question suivante, de manière très claire, très ouverte. La question est la suivante. Que sont devenues les assurances données par l'OTAN le 17 mai 1990, et c'était d'ailleurs le secrétaire Werner à l'époque, après la dissolution du pacte de Varsovie, de ne pas déployer ses troupes à l'extérieur du territoire de la RFA, la République fédérale allemande à l'époque. Évidemment, ces assurances-là, on les a totalement oubliées. Et je vais vous montrer un graphique
un plan qui montre à quel point on n'a absolument pas respecté ses assurances. Et il conclut son exposé en disant la chose suivante: la Russie a toujours eu le privilège de pratiquer une politique extérieure indépendante. Donc on voit à quel point ces deux phrases, finalement, expliquent merveilleusement bien l'attitude de Poutine aujourd'hui. Et quand on regarde l'extension de l'OTAN au cours de ces 20 dernières années, 23 dernières années, effectivement, du point de vue russe, c'est assez impressionnant, voire effrayant, sachant que la Russie a toujours été extrêmement méfiante à l'égard du monde occidental, hein, avec un traumatisme qui avait été lié à l'invasion de Napoléon, qui avait d'ailleurs été jusqu'à Moscou. Et vous voyez très bien l'extension de l'OTAN au cours du temps. On a d'abord la République tchèque, hein, qui est ici. On a la Hongrie, qui est là, et on a la Pologne, qui est ici. C'était il y a 23 ans. On a continué à progresser avec l'annexion, entre guillemets, par l'OTAN des pays baltes. Et là, ça a été un coup de semonce, hein, pour la Russie, puisque là, vous voyez la frontière commune qu'il y a avec la Russie. Et en plus de cela, on a eu tous les pays, hein, comme la Bulgarie, comme la Roumanie, et on a même eu à ce moment-là la Slovaquie, l'autre moitié de l'ex-Tchécoslovaquie. Alors je passe sur les plus petits pays. Ensuite, l'Albanie, la Croatie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Et évidemment, Poutine a senti le vent tourner et il ne restait plus que l'Ukraine, qui est un pays très proche de la Russie, dont les enjeux stratégiques sont colossaux, et Poutine ne voulait pas avoir des missiles sur le territoire ukrainien. Donc sa première étape, ça a été d'annexer la Crimée pour ne pas que Sébastopol devienne un port américain ou un port de l'OTAN. Pour lui, c'est la même chose de toute façon. Et aujourd'hui, on en est là. On a une réaction assez claire de la Russie. Et il faut savoir que Poutine, évidemment, je n'ai aucune estime à l'égard de Poutine, mais il faut reconnaître que Poutine a toujours été très clair sur le rôle de l'OTAN et sur le positionnement de l'OTAN à l'égard de la Russie. Et ce message que le président ukrainien a fait passer samedi 19 février a été très bien reçu par Poutine et a été considéré comme une agression, une provocation militaire. Ce n'est pas une excuse, évidemment. L'ours russe est sorti de sa tanière. Quand l'ours sort de sa tanière, il fonce, il se sent agressé, il fonce, il détruit. Avec un peu de chance, il retourne dans sa tanière assez vite. Et donc, nos anticipations, c'est qu'assez rapidement, il va essayer de se retirer de l'Ukraine tout en maintenant une présence dans l'est du pays, comme il l'avait fait en Géorgie, hein, au préalablement, et même lors du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça, c'est un peu nos anticipations sur le plan géopolitique. Au plus vite, la Russie va se recentrer sur la région russophone, au mieux ce sera. Parce que, globalement, le rapport de force est assez inégal. C'est plutôt une bonne chose, hein, de manière cynique, de manière très cynique. Les inégalités de rapport de force entre l'Ukraine et la Russie sont plutôt une bonne chose, parce que ça pourrait mettre fin à ce conflit plus vite que prévu. On a des rapports de force qui sont quand même clairement en faveur de la Russie. Vous voyez que vous avez plus de 3 fois plus de personnel militaire, presque 10 fois plus de tanks, presque 8 à 9 fois plus de navires de guerre, 10 fois plus, enfin non, là c'est 5 fois plus d'artillerie et 10 fois plus d'avions de chasse, hein, en faveur de la Russie. Donc clairement, la Russie, comme on le voit à droite, est une puissance militaire non négligeable. Ça, c'est indéniable. Selon plusieurs calculs, et là c'est fait par une institution qui s'appelle Global Firepower, la Russie est la deuxième puissance militaire juste derrière les États-Unis. Plus le coefficient est faible, hein, plus la puissance en question militaire est forte. Voyez. Donc la Russie se situe juste derrière les États-Unis en termes de capacité militaire d'intervention. Maintenant, la Russie, ce n'est pas qu'une puissance militaire. C'est un pays extrêmement fragile sur le plan, quand même, malgré tout économique, même s'il s'est renforcé. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Il faut savoir que l'économie russe pèse moins que l'économie italienne. C'est 80% du PIB italien. C'est une économie qui est moins importante que celle de la Corée du Sud, en termes de production de richesse, en termes de croissance, de PIB, hein, de produit intérieur brut. En termes de
revenu par habitant, c'est le deuxième chiffre, là, le 25%. Il faut savoir que le revenu par habitant en Russie est un quart celui du revenu par habitant en Angleterre. On voit à quel point c'est un pays qui est encore en phase de développement, hein. On est vraiment face à un pays émergent qui dépend encore de manière très importante de ses ressources premières. Et enfin, il y a les 40%. Les 40%, ça c'est un point fort, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a constitué des réserves de change en dollars, à hauteur de 40% de son PIB. C'est beaucoup plus élevé qu'avant. Et ça lui donne effectivement un coussin de sécurité et la capacité, je dirais, de faire le gros dos face à des sanctions qui pourraient devenir plus lourdes. Parce qu'on ne parle toujours pas d'embargo, comme ça avait été le cas à l'égard de l'Irak qui avait envahi le Koweït au début des années 90. C'est une possibilité, c'est-à-dire un embargo massif qui viendrait alors heurter l'économie russe de plein fouet. Donc il faut garder ces trois éléments en tête, parce que effectivement la Russie reste un nain sur le plan boursier, comme l'est l'Ukraine. Maintenant, sur le plan économique, c'est une puissance importante, évidemment, en raison de ses ressources énergétiques. Et la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est faut-il vendre au son du canon et acheter au son du clairon? Et ma position, c'est exactement l'inverse. Et vous allez le voir dans les graphiques qui vont venir, c'est clairement une stratégie qui serait perdante, de vendre lorsque les chars sont là, hein, lorsque le son du canon se fait ressentir, pour éventuellement acheter lorsque sonne le son du clairon, c'est-à-dire lorsqu'on a sonné la paix, hein, lorsqu'on a déclaré la paix. Je vous montre ici un tableau assez exhaustif. On a ici tous les événements géopolitiques depuis 1941, c'est-à-dire l'attaque de Pearl Harbor, jusqu'à 2020, qui est un événement qu'on a déjà quasiment tous oublié. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, début de l'année 2020, il y avait un général iranien qui avait été tué dans une frappe aérienne. On en avait brièvement parlé, je me souviens, entre nous, chez Waterloo Asset Management, et ça avait été un non-événement, hein, puisque ce jour-là, il y avait une chute de 0,70%, et la baisse maximale dans les jours qui ont suivi ont été de 0,70%. On a récupéré cette perte-là en un jour, on a atteint le plus bas, en un jour, et on a récupéré le niveau de départ avant cet événement-là en l'espace de 5 jours. Finalement, cet événement géopolitique-là a été très très vite absorbé en l'espace de 5 jours. Mais je voudrais évidemment attirer votre attention sur d'autres événements géopolitiques plus importants que celui-là. On a les attaques terroristes sur les tours jumelles, hein, le 11 septembre 2001. On a l'invasion du Koweït par l'Irak, le 2 août 1990. Et on a enfin l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord, suivie par l'attaque de Pearl Harbor. Et là, on voit évidemment que les chocs sont plus importants. La baisse maximale, suite à l'annonce de ces événements-là, a été entre, on va dire, 11,60% et environ 20%. Ça reste gérable malgré tout. La baisse des marchés suite à la pandémie, cette baisse-là a été plus importante que 20%. Et il a fallu, dans le pire des cas, l'attaque de Pearl Harbor, quand même, en étant plein dans la guerre, on a attendu environ 300 jours pour récupérer le niveau boursier qu'on avait atteint avant l'attaque. Donc ici, je prends comme point de référence l'indice du S&P 500. Rappelez-vous, c'est les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis, les 500 plus grosses entreprises cotées en bourse. Dans le cas de l'invasion du Koweït par l'Irak, c'est un peu mon point de repère. Comparaison n'est pas raison, et évidemment, chaque événement géopolitique est différent, a ses spécificités, mais j'aurais une préférence à l'égard de cet événement géopolitique. On voit que la baisse est d'environ 17%, qu'on a atteint le plus bas en l'espace de 2 mois et qu'on a récupéré en l'espace de 6 mois. D'accord ? Je m'attends, et d'ailleurs c'est le cas de plusieurs analyses qui ont été effectuées par des grosses banques américaines, à ce que ce temps nécessaire au retour au point de départ, ce temps soit plus court, environ 2 mois sans doute. C'est difficile à dire, évidemment.
Mais qu'est-ce que vous voyez grosso modo? C'est que les réactions lors de ces événements géopolitiques sont relativement limitées, que la baisse maximale est relativement limitée. Si on fait la moyenne et calcule la médiane par rapport à tous ces événements, la baisse maximale est en moyenne de 4,8% et la médiane est en médiane, donc 50% des événements ont une chute supérieure à 2,80% et l'autre moitié des événements une chute inférieure à 2,80%. Et il faut on va dire, une petite vingtaine de jours pour atteindre le plus bas et environ 45 jours pour récupérer le niveau de départ. Donc ça reste quand même, sur base historique, des événements qui sont gérables. Je passe maintenant, évidemment, au gros choc. Au gros choc. On a la guerre du Golfe, dont j'ai un peu parlé. On a la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Ce sont les 4 un peu gros événements que j'ai voulu identifier ici. Et là, ce sont des analyses qui ont été réalisées par Mark Armbruster, qui appartient au CF Institute, qui est très connu dans le milieu financier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, hormis la guerre du Vietnam, et que c'est en rouge ici, malgré tout, avec des rendements positifs, voyez. Donc, durant la guerre du Vietnam, les actions de grande capitalisation, donc les fameuses 500 actions cotées aux États-Unis, ont progressé de 6,40% par an. Il s'agit d'un rendement annualisé. Les petites capitalisations, les plus petites sociétés ont progressé de 7,30%. Les obligations de long terme ont progressé de 1,90%. Les obligations à 5 ans de 4,70%, le cash de 4,9%. Et l'inflation a progressé de 4,10%. Voyez? Donc il y a quand même, grosso modo, en moyenne chaque année, pour des événements comme ceux-là, une performance positive des bourses. Et on voit que si on calcule la moyenne sur ces 4 événements, le rendement annualisé est de 11,40% pour les grandes capitalisations, alors que toute année confondue, on est à 10%. Donc c'est assez cynique ce que je vais vous dire là, mais les guerres ne sont pas nécessairement destructrices de richesse pour les entreprises qui sont cotées en bourse. On constate effectivement des progressions, et des progressions plus fortes pour les actions, voyez, que pour les obligations, contrairement à ce qu'on peut parfois dire dans la presse ou dans les médias. Mais quand on regarde les chiffres historiques, on constate effectivement que les actions bénéficient de circonstances de marché qui sont parfois très délicates, notamment en temps de guerre. Donc ça, c'est un point de repère. Le seul cas où les actifs financiers ont moins bien progressé qu'en temps normal, eh bien, c'est dans le cas de la guerre du Vietnam, qui a été une guerre très longue, dans laquelle les États-Unis se sont embourbés. Les États-Unis ne mettront pas un pied en Ukraine, ça je n'y crois pas. On a bien vu l'intervention de Biden, qui n'a pas une seule fois prononcé le mot de militaire. Il a prononcé le mot d'économique, économie tout le temps, sanctions économiques. Sur le plan économique, ça allait être très dur, mais pas une seule fois il a parlé de sanctions militaires. Évidemment que la CIA est très présente sur le territoire ukrainien et qu'ils doivent être très occupés, mais je ne mise pas sur une confrontation militaire avec les États-Unis, ce qui aussi explique le rôle un peu défensif que les marchés boursiers américains vont jouer dans ce conflit. Et on le voit déjà aujourd'hui, les chutes sur le marché américain, cette chute-là est moins importante que sur les marchés européens. Donc c'est une raison pour garder malgré tout son sang-froid. Et il y a cette citation de Montaigne, quotation en anglais, que j'aime beaucoup. C'est de quoi j'ai le plus peur que la peur. Donc, finalement, ce que redoute le plus Montaigne, c'est la peur elle-même. Et c'est vrai, on prend de très mauvaises décisions quand on est pris par la peur. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas regarder la réalité en face. Néanmoins, il faut toujours se garder de suivre celles et ceux qui crient au loup. Et je prends comme point de repère l'année déjà 1798, 98. Et ça, c'est l'année de publication du livre de Malthus, Essai sur la population, dans lequel il annonçait quelque part la famine pour tous. Il avait expliqué que la population allait croître à un rythme beaucoup plus élevé que les moyens de subsistance. Et donc, globalement,
on allait faire face à des famines monstrueuses avec un déclin de la population. Bon, vous voyez, il s'est monstrueusement planté. On n'a jamais connu une augmentation d'espérance de vie aussi phénoménale sur les 230 dernières années, avec une augmentation du bien-être également de manière formidable sur les 230 dernières années. Et on a des titres, vous voyez, on a des titres qui sont toujours assez extravagants. Le 16 mai 2010, les marchés sont-ils devenus fous? Celui qui avait suivi cette instruction-là, il aurait sans doute loupé une des plus belles décennies de performance boursière. Les marchés boursiers durant les années 2010 ont extrêmement bien performé. Et vous avez des manchettes comme ça de journaux qui sont très souvent alarmistes dans le but d'attirer votre attention. Et la dernière, c'était une inflation soutenue serait catastrophique. Bon, pour l'instant, depuis septembre 2021, vous savez, vous avez encore une performance des bourses qui est positive. Et c'est vrai qu'on a des mécanismes comme ceux-là. C'est-à-dire, les marchés réagissent de manière parfois très vive. Et aujourd'hui, on est dans des mouvements comme ceux-là. On vend. Et dans d'autres circonstances, on rachète de manière tout aussi frénétique. Pour des raisons parfois qui sont un peu louches. C'est une image assez amusante parce que vous voyez, c'est un opérateur de marché qui indique à son client qu'il a une action qui va très bien performer, Excel en anglais. Et alors, il y a quelqu'un qui l'écoute, ah, très bien performé, ah bon, performé. Et en fait, en anglais, c'est Excel, et qu'on confond avec sell qui veut dire vendre, et donc, du coup, tout le monde commence à vendre suite à cette confusion. Et c'est la même chose avec cet individu-là qui quitte ses collègues, qui n'arrête pas de hurler à la vente en leur disant au revoir, goodbye, que l'on confond avec buy, qui est un signe d'achat. Mais c'est vrai que les marchés réagissent un peu comme ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des mouvements irrationnels, mais il y a des mouvements brusques à la vente comme à la baisse. Et il y a moyen d'en tirer profit, c'est vrai, en se situant plutôt à l'achat lorsque tout le monde panique. Ce n'est pas évident, évidemment, mais c'est plutôt ce genre de stratégie-là qu'il faut suivre quand on veut essayer de battre le marché. Et je viendrai là-dessus un peu plus tard. Vous voyez, ce qui est assez classique de la part des investisseurs, c'est de vendre, c'est le point rouge, lorsque ça chute. Vous voyez, vous avez une chute. Et d'ailleurs, nos clients le savent bien. On avait fait une conférence, je pense c'était en janvier 2019, juste après cette forte chute qui avait été liée à la hausse des taux d'intérêt qui était subite et inattendue par le marché. Et la Banque centrale américaine avait très rapidement annoncé qu'elle n'allait pas remonter ses taux, ce qui avait provoqué un rebond de la bourse. Ici, on a l'indice du Dow Jones, les 30 très grosses sociétés cotées en bourse aux États-Unis, donc sociétés assez classiques de la vieille économie, on va dire. Mais il y a beaucoup de clients, si vous voulez, qui vendent parfois dans la panique, alors que la chute a déjà été très prononcée, et qui rachètent plus tard, mais malheureusement à des niveaux qui sont plus élevés. Si bien que vous manquez le rebond, une partie du rebond ici, et qu'au bout du compte, eh bien, ce n'est pas facile d'absorber le choc, mais on a au moins profité du rebond ici. La différence entre le point rouge et le point vert, lorsque vous vendez et que vous rachetez là, vous ne l'avez pas dans votre portefeuille. C'est un peu la même chose ici. Lors de la crise sanitaire, beaucoup de gens vendent en plein milieu de la crise alors que la chute a déjà été très forte et vont racheter malheureusement plus tard à des niveaux plus élevés que ceux auxquels ils ont vendu. Et il manque une partie du rebond, la différence entre le point rouge et le point vert. Et évidemment, je n'émettrai aucune critique à l'égard des clientes et des clients et des investisseurs qui font ça, parce que ce n'est pas facile d'accepter cette chute des cours. Mais néanmoins, ce n'est pas une stratégie payante à moyen et long terme. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut absolument surmonter sa peur, il faut du courage, mais je n'ai pas dit qu'il fallait la témérité. Et l'image à droite que vous avez, c'est Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, donc on est à la deuxième moitié du XVe siècle, il a fini très mal. Il a mis à sac Liège, il a écrasé les 600 franchimontois, mais il a fini très mal, Charles le Téméraire. Il a fini dévoré par les loups, dans une petite guerre, confrontation à l'est de son duché, en 1400, on est en 1477, je pense, quelque chose comme ça. Et il meurt dans une bête bataille, dévoré par les loups, et c'est son médecin qui va le reconnaître à une bague qu'il avait encore au doigt et à la cicatrice qu'il avait dans le cou.
Tout ça parce qu'il était trop téméraire. Il prenait des risques un peu inconsidérés. Ce n'est pas de la témérité qu'il faut avoir, parce que la témérité, elle ignore la peur et elle est guidée par le désir et l'orgueil. Et ce n'est pas ça, évidemment, qu'il faut suivre comme stratégie, mais il faut un minimum garder son sang-froid. Et la stratégie idéale, évidemment, il faut savoir le faire. Il faut pouvoir le faire. C'est de pouvoir acheter à des moments où les valorisations sont assez basses, parce que c'est dans ces circonstances-là que vous avez la possibilité d'acquérir des sociétés à des valorisations qui peuvent être sous-évaluées. Donc, de pouvoir bénéficier d'un rebond plus rapide par la suite. Vous voyez qu'au lieu de vendre, c'est une meilleure stratégie d'acheter. Il faut avoir les capacités de le faire. Il faut avoir de la réserve, évidemment, pour le faire. Mais vendre, par contre, est une mauvaise stratégie à moyen terme. Sauf si vous n'arrivez plus à dormir la nuit, ou sauf si vous avez absolument besoin de vos liquidités. Mais encore une fois, on investit en bourse pour un certain temps, hein, avec un horizon d'investissement qui n'est pas les 6 mois qui suivent. Donc, le but, c'est plutôt d'acheter dans ces circonstances-là, d'accord, et éventuellement de prendre son profit un peu plus tard. C'est exactement l'inverse qu'il faut essayer de faire. Et dans mon cas, je ne recommande même pas de prendre son profit. C'est de laisser ses profits courir avec le temps. Et je vais vous montrer un graphique qui le démontre. C'est celui-ci. Alors, vous avez à gauche la performance d'une stratégie qui consiste à ne rien faire, c'est-à-dire à faire le gros dos. Oh, on ne voit plus votre écran, Vous professeur. voyez plus mon écran? Non. Ah, attendez. Ah oui, je vois, effectivement. Je vais le repartager. Ça a sauté. Voilà, ça a sauté. Je ne sais pas pourquoi il a sauté, mais normalement, dans ce... Oui, c'est bon. Voilà, bon. je vais le refaire comme ça. En gros plan. Voilà, normalement, si je rappuie maintenant, vous devez le voir. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'ici à gauche, on a une stratégie qui consiste à ne rien faire, c'est-à-dire à ne pas vendre et à ne pas acheter davantage. C'est-à-dire faire le gros dos, vous avez acheté, vous laissez le temps s'écouler, et on a un rendement brut, évidemment, ici, hein, totalement en action. Hein. C'est un indice boursier américain, le MSCI US. On a du 8,94%. Et la seule stratégie, je ne veux pas passer en revue les autres, mais la seule stratégie qui permet de faire mieux, c'est justement précisément celle qui consiste à acheter lorsque les bourses accusent le coup. Et généralement, ce seuil en dessous duquel il est idéal de pouvoir investir de manière diversifiée, c'est un seuil en dessous de 3%. Hein, donc, quand vous êtes capable de pouvoir réinvestir un peu de liquidité dans des circonstances de marché qui sont défavorables, généralement en dessous de moins 3%, c'est ce qu'on observe aujourd'hui par exemple sur le CAC 40, eh bien c'est la seule stratégie sur le moyen terme, hein, sur le moyen terme, 10 ans, eh bien qui permet de battre cette stratégie qui consiste à faire le gros dos. Celle qui consiste à vendre pour acheter plus tard, vous voyez, à vendre quand tout le monde panique pour acheter plus tard, on ne parvient pas à battre. On ne parvient pas à battre cette stratégie qui consiste à faire le gros dos. Ça sont des simulations qui ont été faites sur bon nombre d'indices boursiers. Ce n'est pas propre au MSCI US. Hein. Ce sont des stratégies qui, chaque fois, donnent les mêmes résultats, quels que soient les indices boursiers. Et c'est cette stratégie, d'ailleurs, qui est la plus liée à ce mouvement de panique. C'est-à-dire, on vend lorsque les bourses baissent en espérant racheter plus tard, en se disant je vais éviter la baisse, mais malheureusement, on rachète très, très, très souvent à des niveaux plus élevés que ceux auxquels on a vendu. Vous comprenez? Alors, je passe maintenant à ce slide-ci qui vous invite à garder son sang-froid. Ce n'est pas facile aujourd'hui, puisque la volatilité sur les marchés n'est pas faible. Elle est clairement, on est remonté au-dessus de 30%. Donc 30%, c'est un niveau de volatilité qu'on observe sur les marchés. On est au-delà de 30%. C'est un indicateur qu'on appelle le VIX, qui est un indicateur de nervosité sur les marchés. Et effectivement, on est dans des marchés nerveux aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais lorsqu'on a un portefeuille diversifié et que l'horizon d'investissement est le moyen terme, le long terme, 7 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, et qu'on arrive à ne pas être pollué par le bruit médiatique, c'est beaucoup plus facile de garder son sang-froid. Malheureusement,
beaucoup trop d'investisseurs concentrent leurs avoirs dans des actions individuelles et ou dans l'immobilier. Beaucoup trop d'investisseurs spéculent en vendant lorsqu'ils ont peur et en achetant lorsqu'ils sont cupides. Et beaucoup trop d'investisseurs sont à l'écoute du moindre cri de panique d'un opérateur quelconque ou d'un commentateur quelconque. Et ça, il faut pouvoir garder un minimum du recul par rapport à ça. J'en viens à l'inflation, mon deuxième point. Cher Frédéric, je t'invite à me couper la parole lorsque tu auras estimé que le temps est écoulé. Je pense que j'ai encore une petite dizaine, quinzaine de minutes, ce qui est parfait. Oui, vas-y. Ouais. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé, donc n'hésite pas. Ah oui, voilà, 5 minutes, c'est ça, oui, oui. Il y avait un petit décalage. Oui, merci, c'est vrai, pour la précision. Mais tu 5 minutes, donc tu as encore bien un quart d'heure. C'est parfait, c'est impeccable. Donc le deuxième point est le point qui est lié à l'inflation. Évidemment, c'est lié à ce qui se passe en Ukraine. Pour la simple raison que les matières premières sont très impactées par ce conflit. Maintenant, je reste sur cette position selon laquelle l'inflation aujourd'hui est conjoncturelle et elle reste importée, dans le sens où nous subissons l'inflation de par la montée des prix de l'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas une inflation, si vous voulez, endémique, qui est liée à une spirale négative entre prix et salaire, qui est beaucoup plus vicieuse et qui est beaucoup plus difficile à maîtriser, notamment par la Banque centrale européenne. Et cette inflation qui est tirée par les prix d'énergie, la Banque centrale européenne ne peut pas y faire grand-chose. Ce n'est pas en remontant les taux d'intérêt qu'elle parviendra à maîtriser cette inflation qui est importée et qui est due à une augmentation des prix de l'énergie. Et donc et ça j'en reviendrai par la suite, c'est une raison de plus de penser que les taux d'intérêt ne vont pas remonter aussi vite qu'on ne le pense, qui est plutôt positif. Donc première chose, il faut garder en tête que encore au début de l'année 2020, on parlait de pression déflationniste. Ces pressions déflationnistes n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique, particulièrement en Europe. On a encore un excédent d'épargne et on a encore une forte aversion au risque. Ce sont évidemment des facteurs qui, aujourd'hui, agissent au second plan. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la montée des prix de l'énergie. Mais il faut quand même garder ça en tête. On n'a pas changé de monde. Deuxième point, on a un rebond inattendu de l'économie mondiale au même moment, et ça a été dû à la découverte de plusieurs vaccins très rapidement. Évidemment, lorsque le moteur de l'économie est à l'arrêt, de l'économie mondiale en plus, est à l'arrêt, et qu'il redémarre fort et vite, évidemment, ce moteur, il consomme beaucoup. Il consomme beaucoup, ce qui explique la remontée des prix de beaucoup de biens énergétiques, matières énergétiques, matières premières. Troisième point, l'inflation hors énergie est encore tirée par des postes conjoncturels. Donc si on ignore le gaz, le pétrole, toutes ces matières premières, le blé par exemple, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont des postes purement conjoncturels qui tirent l'inflation. Aux États-Unis, il faut savoir que ce sont les prix des voitures d'occasion qui ont le plus progressé, de plus de 30%, ce qui s'explique par des facteurs totalement conjoncturels, la pénurie des puces électroniques. Si vous désirez acheter une nouvelle voiture, j'ai tenté de faire le coup il y a environ 3-4 mois, il fallait que j'attende 1 an. Je me suis acheté une voiture d'occasion. Et effectivement, la peur des transports en commun est un autre facteur qui explique les achats importants de voitures d'occasion. Mais ce sont des raisons conjoncturelles. Et enfin, vous avez une inflation, et ça je viens de le dire, qui est importée et tirée par les prix de l'énergie, encore à ce stade. Et lorsqu'on enlève tous ces facteurs-là, ces variations exceptionnelles de prix, lorsqu'on les neutralise, comme le fait la Banque de la Réserve fédérale de Cleveland, eh bien on atteint des taux d'inflation ajustés qui sont inférieurs à ceux qu'on avait observés avant la crise de 2008. Donc ce n'est pas non plus des niveaux qui sont affolants. On a du 4,9%, aux alentours de 5%, alors qu'avant la crise financière, on était aux alentours de 6,5%. Voyez ? Évidemment, c'est avant la crise en Ukraine. La crise en Ukraine, elle a des répercussions très importantes. Pourquoi? Parce que la Russie est un acteur très important sur plusieurs marchés mondiaux de produits de base. Ça va du palladium, qui est un
composante importante dans les cycles industriels, à l'avoine. Vous voyez que, évidemment, qu'une surprise, le gaz naturel, un acteur majeur. C'est le premier producteur au monde, la Russie. 20% de la production mondiale est réalisée par la Russie. Et ici, on est à 25% quand je regarde les marchés à l'exportation. 20% au niveau de la production mondiale, certes, et encore plus important, lorsqu'on regarde les exportations de gaz, c'est 25% qui est capté par la Russie. Évidemment, ça a des répercussions sur le prix du gaz qui sont majeures. Également sur le pétrole brut, entre 10 et 15% capté à l'exportation par la Russie. Et je vais également indiquer le blé, parce que le blé est aussi une denrée alimentaire qui a des impacts sur des biens de consommation de tous les jours et qui pourrait avoir des répercussions en Europe occidentale, c'est clair. Sachant aussi que l'Ukraine est un gros producteur de blé. Donc, c'est deux pays qui sont affectés par cette crise. Donc, il y a un double impact sur le marché du blé. Donc, quand on regarde ce graphique-là, effectivement, on est impressionné par le nombre de produits de base, de matières premières, dans lesquels la Russie est un acteur majeur. Et il faudra évidemment en tenir compte, notamment dans le portefeuille diversifié que l'on peut constituer dans le cas des portefeuilles que nous gérons chez Waterloo Asset Management. Je voudrais quand même malgré tout mettre en perspective cette hausse du pétrole. Et je prends comme exemple ici le pétrole américain, WTI. J'aurais pu prendre le Brent. Alors vous voyez qu'ici, je n'ai pas dépassé la barre des 100 parce que c'est le prix de clôture de la veille. On est au-dessus de 100 aujourd'hui. D'accord ? Ce ne sont pas à l'heure actuelle des progressions inhabituelles. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé durant la décennie 2000, on a effectivement été plusieurs fois au-delà de la barre des 100. En particulier juste avant la crise financière de 2008, où on avait presque atteint $150 le baril. On a déjà tous oublié, c'est vrai qu'on oublie vite. Mais il faut quand même mettre les choses en perspective. C'est possible que le baril monte à 125, par exemple. Là, on se retrouverait plus ou moins à ces niveaux-là. Mais ce sont des choses qu'on a déjà connues et on est passé à travers. La décennie 2000, sur le plan boursier, a été une très bonne décennie. Comparaison n'est pas raison, je le répète. Mais on a déjà vu ça et ce sont des choses qui sont digérables à moyen terme. Un autre élément, c'est la faible réaction quand même sur le plan des monnaies. Je suis quand même assez impressionné par la solidité de l'euro. Ici, on a une augmentation du dollar, c'est une augmentation du dollar, c'est une appréciation du dollar par rapport à l'euro. C'est le taux de change du dollar par rapport à l'euro. Donc quand ça monte, ça veut dire que le dollar se renchérit par rapport à l'euro. Mais bon Dieu, cette augmentation, elle n'est quand même pas très impressionnante. Ça veut dire quand même qu'on garde confiance dans une forme de stabilité au sein de la zone euro. On ne pense pas que les événements de la crise ukrainienne vont avoir des répercussions, par exemple, sur la stabilité de la zone euro. Il n'y a pas de raison de penser, effectivement, que cette crise ukrainienne viendrait à accentuer les tensions, par exemple, sur le marché de la dette au sein de la zone euro. On voit que l'euro résiste à ces tensions, en tout cas actuellement. Personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, à l'heure actuelle, l'euro résiste à ces tensions militaires à l'est de l'Europe. Et enfin, pour mettre les choses en perspective, on parle beaucoup d'inflation, notamment en Allemagne. Les Allemands ne sont pas habitués du tout à ces chocs inflationnistes. Mais lorsque vous regardez encore une fois le long terme, vous voyez que j'aime beaucoup aller voir ce qui s'est passé dans les années précédentes, dans les décennies précédentes. Je remonte jusque l'après-guerre. Et on a une tendance, vous voyez, la tendance c'est la ligne rouge. On a une tendance, vous voyez qu'on est plutôt dans un léger rebond de l'inflation dans la tendance à long terme, effectivement, la courbe rouge remonte légèrement, et on a les déviations autour de cette tendance de long terme. Mais les déviations ont parfois été beaucoup plus importantes que les déviations que l'on observe aujourd'hui, notamment dans les années 70, notamment dans les années 90. On a eu des chocs comme ça d'inflation qu'on a oubliés. Évidemment, le temps passe et on n'est pas omniscient et on oublie ce qui s'est passé
20, 30, 40 ans auparavant. Mais il y a eu des chocs comme cela et on est passé à travers également. On est aujourd'hui au-dessus de 5%. On s'attend à avoir des taux d'inflation au-dessus de 5% lorsqu'ils seront confirmés. Ici, c'est décembre. Mais ce sont des chocs qui, encore à l'heure actuelle, sont gérables, des chocs inflationnistes. D'autant plus gérables que les progressions salariales ne sont pas encore très impressionnantes. Vous voyez, on a encore une tendance à long terme. En Allemagne, encore une fois, c'est le moteur économique. Je ne vais pas parler de la Belgique, je ne vais pas parler de la France. L'Allemagne est le moteur économique de la zone euro. On voit que l'augmentation salariale, à moyen terme, est encore vers le bas. Donc, on n'a pas une explosion des salaires qui serait provoquée par une explosion inflationniste. Loin de là. Ici, j'ai une perspective historique un peu plus limitée qui remonte au début des années 90. Et donc, effectivement, on aura sans doute une augmentation des salaires réels. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose en soi, parce qu'une augmentation des salaires réels, c'est aussi un vecteur de croissance économique. Et il faut reconnaître que les salaires, la part que les salaires ont captée dans le total de la croissance économique, cette part a eu tendance à aller vers le bas. C'est-à-dire que le capital, quelque part, a capté une part croissante de la création de richesses depuis les 20-30 dernières années. Et je ne suis pas communiste. Je reconnais, il faut le reconnaître, c'est un fait, que vous pouviez gagner beaucoup plus d'argent et augmenter votre patrimoine beaucoup plus en investissant dans le capital qu'en ayant un emploi bien payé. Et cette part du travail qui s'est effritée au cours du temps va sans doute remonter vers le haut. Finalement, le facteur travail va capter davantage une part grandissante de la création de richesse dans les années qui vont venir. Ce n'est en soi pas une mauvaise chose, ça ne se fait pas de manière subite, ça se fait de manière graduelle, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque ça donne un peu plus de pouvoir d'achat. Évidemment, c'est sous la condition que cette inflation des prix des matières énergétiques soit maîtrisée et retourne à la normale. C'est encore les anticipations aujourd'hui à l'horizon 2023. Alors, je reviens sur cette comparaison qu'on fait beaucoup entre les années disco, donc les années 70, les années 70 et l'année 2022. Pour moi, cette comparaison, mais alors là, n'est absolument pas raison. Pour la simple raison qu'on a une augmentation de l'inflation dans les deux cas, c'est vrai. Et dans les années 70, on avait un choc avant tout d'offres. On avait une indexation des salaires, même aux États-Unis, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on avait de gros doutes quant à l'efficacité de la politique monétaire. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Les banques centrales aujourd'hui ont un grand capital confiance. Et on voit qu'à chaque fois qu'elles ont pris des décisions, les marchés ont suivi. Et les marchés suivent ce que les décideurs aujourd'hui annoncent au sein des banques centrales. Ce n'était pas le cas dans les années 70. Les banques centrales n'avaient pas ce capital confiance. Deuxième chose, on avait une croissance très faible du PIB dans les années 70. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. On a une croissance, certes, qui est revue à la baisse par rapport à 2021. Ce n'est pas compliqué, puisqu'on a eu un rebond extrêmement fort. On a quand même encore des taux de croissance d'environ 4% dans la zone euro. On va sans doute peut-être perdre 1% de croissance si ces conflits et la montée des prix des matières premières se perdure dans le temps. On va sans doute peut-être perdre 1%, mais on est quand même encore à 4%. Ce sont des niveaux élevés sur base historique sur les 20 dernières années. On n'a pas d'augmentation attendue du chômage, alors que dans les années 70, le chômage a explosé. Si bien que ce fameux indice de misère dont on parlait beaucoup dans les années 80 n'a rien à voir avec l'indice de misère qu'on peut calculer aujourd'hui. En 1980, cet indice de misère était à 22%. On cumulait l'inflation et le chômage, deux choses qui ne sont pas désirables. On cherche à avoir une inflation faible et un chômage faible. En 1980, il était à 22%. Aujourd'hui, il est aux alentours de 11,5%. Et si je prends un peu les derniers points de repère pour les États-Unis, encore une fois. 7,5% aux États-Unis pour l'inflation, 4% pour le chômage. Donc, on n'est pas quand même dans ces genres de configurations-là. Et il y a une normalisation qui reste attendue à l'horizon 2023. Maintenant, la remontée des taux. Comme je l'ai déjà suggéré un peu au préalable,
cette remontée des taux, et ça c'est la bonne nouvelle hein, dans ce paysage qui est pour le moins bigarré aujourd'hui, mais c'est plutôt la bonne nouvelle dans le sens où cette remontée des taux qui est plutôt négative pour les marchés boursiers, cette remontée va intervenir de manière beaucoup plus graduelle. Je ne pense pas que les banques centrales, étant donné les tensions à l'est de l'Europe, vont agir comme elles l'ont annoncé. Et notez bien que c'est avant tout des discours qui ont été tenus. On n'exclut pas la remontée des taux. C'était le message de Lagarde. Et Powell a dit, oui, il y aura des augmentations de taux. On s'attendait en mars à 50 points de base d'augmentation, et maintenant, c'est 25 points de base. Et déjà, les perspectives d'augmentation des taux sont beaucoup moins fortes qu'il y a encore 2-3 semaines. Alors, cette augmentation des taux est inévitable, c'est clair. L'augmentation des taux nominaux est inévitable, puisqu'on est à des niveaux qui sont extrêmement bas. On ne peut que remonter. Et je parle bien de taux nominaux, donc ceux qui sont annoncés, affichés. Les taux réels, eux, vont rester très bas. Ils vont rester très bas, d'autant plus que ce risque géopolitique va subsister. Parce qu'on aura une montée des prix des matières énergétiques, des matières premières, avec une résistance à la hausse des taux nominaux. Ce qui implique que même si effectivement, aux États-Unis, on a une légère augmentation des taux, mais franchement, elle n'est pas impressionnante du tout, hein, cette augmentation des taux. On est à 1,93, je pense, aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a un an, au mois de janvier 2021, on était à 1,70. Donc on a augmenté de 23 points de base, 0,23%. Ce n'est rien du tout. Si on m'avait dit aujourd'hui que le taux aurait été à 1,90, j'aurais été surpris du faible niveau des taux. Je me serais attendu à avoir des taux beaucoup plus élevés. Vous voyez ? Évidemment, ce niveau des taux relativement faible est un facteur quand même de soutien pour les marchés boursiers. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait observé aux alentours de l'année 2000. Choc boursier très important avec une dégringolade des valeurs boursières du Nasdaq, les .com, hein, les fameuses actions .com. Ça n'a rien à voir puisqu'on avait des taux d'intérêt là qui étaient proches de 6,5, 7%. Et là, évidemment, ça pèse. Quand vous avez une alternative qui vous offre du 7%, bah, vous vous orientez vers le marché obligataire. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. On a des taux nominaux à 1,9 avec une inflation que j'ai mentionné tout à l'heure, 7,5% aux États-Unis. Donc les taux réels sont négatifs et vont sans doute encore rester négatifs dans les mois à venir, ce qui était quand même un facteur de soutien pour le marché boursier. Alors, conclusion pour les investissements, pour vos investissements. Vous savez, il y a ce dernier graphique, dernier tableau, je n'en montrerai pas d'autres, qui est quand même assez parlant. Vous avez en fait ici les chiffres, les pourcentages ici. Ce sont les rendements annualisés ajustés pour l'inflation. Quelque part, c'est ce que vous pouvez gagner en tenant compte de l'inflation. J'ai soustrait l'inflation de ces pourcentages, de ces rendements. Ce sont des rendements annualisés ajustés pour l'inflation, avec des points de repère dans le temps les plus longs possibles. Et j'ai tenu compte ici des versements de dividendes, qui sont des gains en revenus. Mais évidemment, c'est intéressant de recevoir des dividendes, comme c'est intéressant de recevoir des coupons, des obligations. Ce sont des gains en revenus. J'ai tenu compte des gains en revenus. J'ai tenu compte de l'inflation. Et j'ai pris les séries historiques les plus longues possibles. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont les actions qui protègent le mieux contre le risque d'inflation sur le moyen terme et le long terme. Ce n'est pas l'or. L'or se situe ici. L'or papier, donc lorsque vous pouvez investir via des instruments financiers dans l'or. On appelle ça l'or papier. Eh bien, ça vous aurait rapporté un rendement annualisé de 1,59%, alors que les actions sur le long terme vous auraient rapporté du 8,53%. Sur les S&P 500 encore. Vous voyez? Alors vous allez me dire, ah oui, mais l'or physique, l'or en lingot, c'est quand même mieux que l'or papier. Oh, mon Dieu, pas beaucoup plus. L'or en lingot, sans tenir compte du coût de stockage. Parce que si vous voulez stocker vos lingots d'or, il
faut aller louer un coffre à la banque ou alors créer une forteresse autour de votre maison. Et vous avez un taux de 3,45% brut qui ne tient pas compte des coûts de stockage. Vous allez me dire l'immobilier. Et l'immobilier aux États-Unis, le voilà, 1,54% annualisé. Les matières premières, ben sur le long terme, les matières premières ne protègent pas contre l'inflation. Parce qu'il n'y a pas que l'inflation tirée par les matières premières. Il y a une inflation structurelle qui est liée à d'autres facteurs. Eh bien, les matières premières font moins bien que les actions. Et vous aviez investi dans cet actif financier qui permet de bénéficier de la hausse des matières premières énergétiques, eh bien, vous auriez réalisé un rendement annualisé ajusté pour l'inflation de 1,25% seulement. Autrement dit, lorsque vous regardez quasiment les 10 premières positions ici, les 10 premières lignes qui offrent les rendements ajustés les plus élevés, ce sont à chaque fois des actions. Okay? Vous avez l'Europe qui doit être coincée ici, voilà, l'Europe Action Internationale, Europe, Afrique et Asie. Évidemment, ici, ce sont des rendements en dollars. Hein. J'ai pris le point de vue de l'investisseur américain. Vous voyez, mais c'est le même classement hein, pour les Européens. C'est avant tout les actions. Vous avez les obligations en dessous, et même les obligations indexées à l'inflation, donc dont les coupons sont revus à la hausse lorsque l'inflation augmente, eh bien, n'offrent pas un rendement similaire à ce qu'on peut obtenir lorsqu'on investit sur des actions du S&P 500 qui sont tout à fait classiques. Hein. Vous avez dans votre portefeuille des actions du S&P 500. Donc, j'en viens au slide final. Je pense que je n'ai plus beaucoup, je n'ai plus qu'un ou deux, et j'arrête. Voilà quelques secteurs et pays qui, pour nous, pourraient être surpondérés dans l'avenir. Les secteurs de l'énergie, le secteur de l'immobilier, évidemment, certaines SICAFI, c'est vrai, dans les circonstances actuelles. Et alors, les secteurs plus défensifs, comme les soins de santé, les services publics, ce qu'on appelle en anglais les utilities, hors énergie. Parce que vous savez qu'on ne peut pas, pour ces sociétés-là, répercuter l'augmentation des prix de l'électricité aussi facilement. Donc, ça représente un coût. Hein. Par exemple, Engie, en France, est fort affecté par ça. Donc, j'avais en tête plutôt ici les télécoms, par exemple. Ou alors le secteur des consommations de base, qui sont très défensifs, puisque généralement, vous savez, quand vous avez besoin de manger, vous mangez quand même quand ça va mal. Donc là, évidemment, c'est des secteurs qui sont plus défensifs. Et vous avez aussi des pays qui sont mieux protégés sur le plan géopolitique et ou énergétique, plus indépendants sur ce plan-là. C'est évidemment les États-Unis. C'est la Norvège, évidemment, hein, qui est indépendante sur le plan énergétique. Le Japon aussi, qui est un peu plus isolé. Des secousses sur le continent asiatique. Et on voit d'ailleurs que le Japon résiste assez bien à ces soubresauts. La Suisse aussi, qui joue parfois un rôle défensif. Il faut savoir que ce sont des pays qui sont neutres d'ailleurs, hein, qui sont neutres sur le plan international. Ces deux pays-là ne font pas partie de l'OTAN, hein, elles sont neutres. Et alors, des secteurs qui sont plutôt à sous-pondérer, ce sont les secteurs cycliques et énergivores, c'est-à-dire des secteurs qui sont liés à la consommation discrétionnaire, des biens que l'on peut reporter, dont l'achat peut être reporté dans le temps. Les valeurs qui sont plutôt liées à l'industrie, qui sont très énergivores, chimie également, matériaux de construction, particulièrement si le cycle ralentit, et alors des pays qui sont plus exposés aux risques géopolitiques et énergétiques. Alors on a le Royaume-Uni dans notre liste, l'Allemagne aussi quand même, plus dépendant du gaz russe. Il faut savoir que 40% de l'approvisionnement en gaz provient de la Russie pour l'ensemble de l'Union européenne, de la zone euro. C'est plus élevé pour l'Allemagne et c'est uniquement 20% pour la France. Alors il y a les pays de l'Est évidemment qui sont très exposés, les pays émergents, notamment ceux dont la dette est libellée en dollars. Il y a un renchérissement du dollar actuellement et surtout ceux qui ne sont pas producteurs de matières premières. Et on reste aussi assez prudent sur la Chine. Neutre à surpondérer éventuellement s'il y a des mouvements brusques. Secteur financier, je pense qu'il faut absorber le choc, mais je pense qu'il y a encore des poches d'attractivité dans le secteur financier et également la France avec des achats un peu plus tactiques sur ce plan-là. Voilà. Et hormis les actions, évidemment, on peut envisager des obligations indexées à l'inflation uniquement si c'est un scénario de stagflation qui intervient, parce que les obligations indexées à l'inflation ne performent pas bien lorsque la croissance économique est forte, même quand elle est accompagnée d'une inflation forte. Ce sont des actifs qui ne performent pas bien dans ces cas-là, donc
c'est plutôt vers un scénario de stagflation qu'il faudrait aller pour acheter davantage des obligations indexées à l'inflation. Il faut évidemment conserver une diversification judicieuse en évitant une exposition trop agressive au risque de crédit, c'est-à-dire en achetant de la dette émise par des sociétés qui sont fort endettées, et pensez, si vous le pouvez, à réinvestir graduellement des liquidités. Pourquoi? Parce que le cash, aujourd'hui, ce n'est pas un gage de sécurité. C'est la certitude de s'appauvrir. C'est la certitude de s'appauvrir en termes réels. Alors, je vous décourage de spéculer sur les cryptos. Ce n'est pas de l'or digital. Ça ne se comporte pas comme de l'or digital. Au contraire, ça se comporte comme des petites actions très risquées. Et enfin, de ne pas tomber dans le court-termisme, d'essayer d'avoir une vision de long terme dans la construction de votre portefeuille. Voilà les éléments que je voulais vous communiquer.